Le 7 octobre 1952, à Leningrad, la ville, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, respirait encore la poussière et la mort du siège le plus brutal de l'histoire moderne. Pendant près de 900 jours, la faim, le froid et les bombardements incessants ont tenté de briser l'esprit de ses habitants. Les cicatrices n'étaient pas seulement sur les bâtiments. Elles étaient gravées dans l'âme de chaque survivant. C'était un monde de cendres et de glace, où l'espoir était un luxe rare et la ténacité une nécessité quotidienne. La génération née dans ce monde a hérité non seulement d'une ville en ruine, mais aussi du lourd fardeau des souvenirs partagés de souffrance et d'une force incroyable. Dans ce cadre austère, dans un appartement communautaire bondé, Vladimir Vladimirovitch Poutine est né. Pour ses parents, déjà quadragénaires, son arrivée était presque un miracle. Maria Ivanovna Poutina avait à peine survécu au siège, tandis que son mari, Vladimir Spiridonovitch, un vétéran de l'armée rouge, portait en lui des éclats d'une grenade allemande. Ils avaient déjà perdu 2 enfants avant lui, victimes de la guerre et de la maladie. Le petit Volodya a grandi dans une cour où la loi du plus fort était la règle, une petite version de la nation qui l'entourait. Petit et maigre pour son âge, Poutine a appris très tôt que pour survivre, il devait être plus malin et plus dur que les autres. Les bagarres de rue ont été sa première leçon de stratégie et d'intimidation. Mais la force brute avait ses limites. Il lui fallait un avantage, un système capable de transformer sa faiblesse physique en une arme. Il a trouvé cette arme sur le tapis. D'abord en sambo, l'art martial soviétique, puis, avec une grande dévotion, en judo. Le judo n'était pas seulement un sport, c'était un mode de vie, une science du combat. Sous la direction de son entraîneur, Anatoly Raklin, qui est devenu une figure paternelle, Poutine s'est plongé dans ses principes. Il a appris la voie douce, l'art de céder pour gagner, d'utiliser la force de l'adversaire et son poids contre lui. Chaque chute lui a appris que perdre n'est qu'un ajustement tactique, une chance d'apprendre la faiblesse de l'adversaire. Au judo, la force mentale l'emporte sur la force physique. C'est un jeu d'échecs corporels, où la patience, l'observation et l'explosion au bon moment sont les clés de la victoire. Chaque mouvement était soigneusement planifié, chaque prise sur le kimono une étude des intentions de l'autre. Chaque geste, une leçon de contrôle, non seulement sur l'adversaire, mais, plus important encore, sur soi-même. Ses émotions, ses pulsions, tout était mis de côté pour la stratégie. Dans le calme du dojo, entre sueur et discipline stricte, le jeune Poutine ne construisait pas seulement son corps. Il façonnait l'esprit d'un futur maître en stratégie, un homme qui verrait le monde comme un grand tapis, où les nations sont des adversaires, et la géopolitique, une lutte incessante pour le contrôle. En 1975, un jeune Vladimir Poutine a réalisé un rêve d'enfant. Il a rejoint le KGB, l'agence de renseignement la plus redoutée et la plus puissante du monde. Pour lui, ce n'était pas seulement un travail, mais une vocation, un appel à servir l'État soviétique, le bouclier et l'épée du parti. La formation était incroyablement difficile. Il a appris non seulement les arts de l'espionnage et du contre-espionnage, mais aussi la psychologie de la manipulation, l'art de recruter des informateurs et la stricte discipline du travail dans l'ombre. Chaque mission, chaque rapport, chaque mouvement était soigneusement planifié, exécuté avec une extrême précision. Dans cette école des secrets, il a forgé son caractère, discret, observateur et implacable. Les leçons apprises ici ne concernaient pas seulement les techniques de terrain, c'étaient des leçons sur le pouvoir, la loyauté et la nature humaine. Il a appris que l'information est la monnaie la plus précieuse et que le silence est sa plus grande arme. Cette fondation allait façonner toutes les décisions qu'il prendrait à l'avenir. Sa première grande mission à l'étranger l'a conduit à Dresde, en Allemagne de l'Est. La ville, encore marquée par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale, était un poste apparemment tranquille, un refuge loin des centres de pouvoir de Moscou et de Washington.
mais les apparences peuvent être trompeuses. Dresde était un nid d'espions, un poste d'écoute vital durant la guerre froide. Sous la couverture de directeur de la maison d'amitié soviéto-allemande, Poutine a tissé une toile de contact, recrutant des agents et recueillant des informations sur l'OTAN. C'est ici, loin des parades militaires de la Place Rouge, qu'il a appris une vérité essentielle. Le vrai pouvoir ne s'étale pas, il s'exerce discrètement, en coulisses, déplaçant les pièces sur l'échiquier sans que personne ne s'en aperçoive. Mais en 1989, la situation a basculé. Le mur de Berlin est tombé, et une foule en colère a encerclé le siège du KGB à Dresde. Seul, Poutine a brûlé des dossiers secrets, un tas de cendres du pouvoir soviétique. Il a appelé Moscou pour demander du renfort, mais la réponse au bout du fil a été un silence assourdissant. Moscou est silencieux. Cette phrase allait résonner dans son esprit pendant des décennies. À ce moment-là, abandonné par le centre, il a appris une autre leçon, peut-être la plus importante. La loyauté est une voie à sens unique, et le pouvoir, aussi absolu qu'il puisse paraître, peut s'effondrer en un instant. L'autonomie est devenue sa nouvelle conviction. 2 ans plus tard, en 1991, la prophétie de Dresde s'est réalisée à grande échelle. L'Union soviétique, l'empire qu'il avait juré de protéger, s'est effondré. Pour des millions de personnes, ce fut un désastre, la fin d'un monde, la perte d'identité, de sécurité et de fierté nationale. C'était la ruine. Mais pour Poutine, observant depuis les cendres, c'était quelque chose de plus. C'était une opportunité. Il a vu l'espace vide laissé par l'effondrement, la faiblesse d'un État qui abandonnait ses propres agents. Le plus grand désastre géopolitique du siècle, comme il l'appellerait plus tard, n'était pas seulement une tragédie nationale, c'était un échec personnel du système. De retour dans sa ville natale, Saint-Pétersbourg, il a troqué son uniforme du KGB contre un costume de bureaucrate, devenant conseiller du maire Anatoly Sobchak. L'effondrement a ouvert des portes que peu de gens pouvaient percevoir. Tandis que d'autres ne voyaient que chaos et déclin, Poutine a discerné les failles du système, les nouveaux réseaux de pouvoir qui se formaient dans le désordre. Il a commencé à appliquer les tactiques du KGB, discrétion, formation d'alliances secrètes et exploitation des faiblesses, dans le monde sauvage de la nouvelle politique russe. L'espion devenait un homme d'État, et son véritable essor ne faisait que commencer. En tant que conseiller, il observe et apprend. Chaque mot, chaque geste, chaque connexion est soigneusement planifiée. Quand la Russie a eu besoin d'un leadership fort, elle a trouvé Vladimir Poutine. En 2000, Poutine est devenu président. Il a consolidé le pouvoir, affronté les riches hommes d'affaires et stabilisé l'économie. Il a remodelé la Russie non seulement pour gouverner, mais pour contrôler. Chaque négociation est un mouvement sur un échiquier mondial, et dans ce jeu complexe de pouvoir, Vladimir Poutine n'est pas seulement un joueur. Il est le maître qui semble connaître chaque coup à l'avance. Il contrôle la perception des choses, transformant la faiblesse en force et le silence en stratégie. La géopolitique n'est pas une série de problèmes, mais une toile pour restaurer la grandeur de la Russie. De Damas à Caracas, de Pékin au cœur de l'Afrique, son influence s'étend, défiant l'ordre mondial établi. Il utilise les immenses réserves énergétiques de la Russie non pas comme des marchandises, mais comme des leviers de pouvoir, capables de réchauffer ou de geler les plans de nations entières. Poutine vend au monde une vision d'un avenir multipolaire, une alternative à la domination occidentale, où la Russie est un élément clé de la stabilité mondiale, ou de l'instabilité. Cela dépend de quel côté de l'échiquier vous vous trouvez. Mais qui est l'homme derrière ces actions ? La réponse du Kremlin est un mythe soigneusement construit. Le leader athlétique, guerrier, stratège. Un mythe bâti avec précision. Chaque image est un morceau de propagande. Le judoka ceinture noire, le joueur de hockey, le cavalier torse nu sous le soleil sibérien. C'est une démonstration de virilité et de force, un contraste clair avec la faiblesse de ses adversaires et le déclin de l'Occident. C'est le guerrier qui a ramené la paix en Tchétchénie d'une main ferme,
et n'a pas hésité à redessiner les frontières, toujours sous la bannière de la défense de la patrie. Il se présente comme le restaurateur de la fierté nationale, le tsar moderne qui a sauvé la Russie du chaos des années 1990. Et enfin, le stratège, l'ancien agent du KGB dont les yeux froids et calculateurs voient le monde comme un champ d'opérations secrètes. Aujourd'hui, Poutine n'est pas seulement président. Il est l'incarnation même de l'État. Le garçon de l'ombre, qui a grandi dans les cours de Leningrad et a appris l'art de la dissimulation au KGB, est devenu le maître du Kremlin. Il a réécrit la Constitution pour s'assurer de pouvoir rester, a muselé l'opposition, contrôlé la presse et fait des riches hommes d'affaires ses serviteurs, les transformant de rivaux en aides. Le pouvoir n'est plus partagé, il émane d'une source unique. Le système politique a été refait à son image, strict, centralisé et inflexible. Il ne gouverne pas seulement la Russie. Pour beaucoup, il est la Russie. Et ainsi, le mystère perdure. Le monde observe, étudie chaque mouvement et se demande encore: qui est vraiment Vladimir Poutine? Est-il le patriote qui a sauvé sa nation de l'effondrement? Ou le dictateur animé par la colère? Un tacticien brillant ou un stratège avec une vision d'un nouvel empire russe? Peut-être est-il toutes ces choses à la fois. Un miroir qui reflète les espoirs et les peurs de ceux qui l'observent. Après toutes ces années, l'homme sorti de l'ombre y reste caché. Le maître du Kremlin garde son secret ultime, laissant le monde à jamais dans l'incertitude. Et dans cette incertitude réside son plus grand pouvoir. Le monde observe et demande: qui est Vladimir Poutine?